On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La nouvelle présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, Audrey Bogmans, était très active mardi dernier. Il y avait une activité le matin même avec les délégués du Québec à Boston et à New York pour parler d'échanges commerciaux avec les industriels, les commerçants d'ici. Mais dans l'après-midi, elle est elle-même agricultrice et elle s'intéresse évidemment aux impacts des accords, notamment avec l'Europe, pour les agriculteurs de la région. Donc, elle a rencontré dans l'après-midi le ministre fédéral de l'Agriculture à Ottawa. Mais d'abord, on parle des enjeux et du bilan dans le quartier 80 Île-Sainte-Thérèse avec le conseiller municipal Robert Quentin. Au cours des dernières semaines, depuis le début de l'automne, ici même à cette émission, on reçoit les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de dresser le bilan de la dernière année, bilan du mandat. On en est à la 3e année. Parler également des enjeux de la prochaine année, qui est la dernière année du mandat, ce qui va nous mener aux élections jusqu'en novembre 2017. Aujourd'hui, on vous parle du district numéro 12, ou si vous préférez, le secteur 80 Île-Sainte-Thérèse à Saint-Luc avec Robert Quentin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Monsieur Quentin, vous êtes en poste depuis 2005, donc déjà votre 3e mandat. On peut dire de vous, vous êtes un conseiller senior. Maintenant, et vous avez aussi, on peut le dire, un district qui s'est beaucoup développé. On n'a qu'à penser à l'île Sainte-Thérèse, mais même la partie Talon et même la partie où il y a le complexe aujourd'hui, Imagine et tout ça, avec l'école, secteur des colibris, parc nature, etc. Bref, c'est un district qui a beaucoup bougé au cours des derniers mandats. Si on résume, disons, la dernière année ou les 2-3 dernières années, quels sont, selon vous, les faits saillants du présent mandat dans votre district? Bien, tout d'abord, j'aimerais préciser, au niveau de la ville, je suis content qu'il y a 2 priorités que j'avais, puis on a réussi à faire débloquer. C'est les travaux dans le centre-ville. On est en train de donner un cœur à la ville, puis ça me tenait à cœur, puis je suis content qu'on soit rendu là. Puis l'autre aspect, c'est l'adoption du plan de conservation, qui m'affecte beaucoup, parce que dans mon district, j'ai des boisés intéressants, puis je suis content qu'on ait finalement statué là-dessus. Bien que certains endroits, ce n'était pas ma satisfaction totale, mais enfin, au moins, on a eu une décision et on sait ce qu'on va. Quand on regarde l'ensemble de mon district, je te dirais qu'il y a 4 pôles de développement ou d'intérêt présentement. Si on regarde tout d'abord l'île Sainte-Thérèse, ce qui a été réalisé, c'est qu'on a repavé la rue Sainte-Thérèse d'un bout à l'autre. On a élargi la piste cyclable. Baillargeon, on avait un problème de circulation, excès de vitesse. Donc, on a pris les mesures, on a pris les dispositions pour assurer une meilleure sécurité sur Baillargeon, que ce soit pour les automobilistes en mettant des bollards dans le milieu, puis aussi paver des sentiers piétonniers de chaque côté. Alors, ça a été un atout majeur pour le district. Le plus gros défi auquel je fais face, c'est que, justement, j'ai des secteurs, j'ai beaucoup de terrains qui sont en train de se construire, beaucoup de projets de construction. Mais sont-ils desservis par des infrastructures? Ils sont desservis, oui. Comme par exemple sur l'île Sainte-Thérèse, dans le centre de l'île, près de la rue de la Palme, jusqu'à le lac, le développement de Jean-Roy. Il reste beaucoup de terrain à construire là. Donc, le défi, c'est qu'avec ces constructions-là, les services doivent suivre, que ce soit au niveau... il faut développer, mais il faut être conscient du fait qu'en développement, il faut assurer la sécurité des gens. Il faut développer des parcs. Il y a un tas de choses comme ça à penser. Un des problèmes que j'ai sur l'île, c'est que le secteur de la rue des Chèvrefeuilles, des Pruches, il est censé avoir un parc, mais le parc est fonction d'un autre développement adjacent qui est sur l'ancien camping. Donc, le terrain n'appartient pas à la ville. Alors ça, c'est un défi. Mais ce que vous dites, c'est qu'il reste encore sur l'île Sainte-Thérèse encore beaucoup de terrain à développer? Oui. Donc, il y a encore de la place pour des projets domiciliaires, parce que, je ne sais pas, si on prend une photo de l'île Sainte-Thérèse il y a 20 ans versus aujourd'hui, l'île, c'est quand même de beaucoup peuplé, si on veut, là. Oui, effectivement. Mais comme présentement, les rues sont faites, puis il y a une cinquantaine de terrains qui se construisent présentement. Les services sont rendus. Adjacent à ça, il y a l'ancien camping où le plan de rue est fait. Donc, quand le promoteur sera prêt à se lancer,
les plans sont faits. Et tout ça va se développer. On rajoute une centaine. C'est clair qu'au cours des 10 prochaines années, là, ça va finir par se remplir. Là. Oui. L'île va finir par se remplir d'elle-même. Je dirais pas remplir l'île au complet, mais il y a de la place pour 200-300 portes au moins, à venir. À venir. Oui, sur l'île. Ça, c'est un peu le premier pôle auquel vous faites référence, mais vous dites dans votre district qu'il y a 4 pôles. Oui, il y a quels sont les autres? L'autre, c'est Rimbaud-Flaubert. On se souvient du débat où il y a... avec le boisé fortier. Avec le boisé. Non, c'est pas le boisé fortier. Non, c'est lequel, celui-là? C'est le boisé entre la rue Rimbaud et Flaubert. Il n'y a pas de nom, mais il est entre deux rues. C'est ça. Donc, finalement... moi, j'aurais aimé qu'on protège tout le boisé, mais finalement, le Conseil a décidé de développer à peu près les 2 tiers du terrain. Alors, les plans et devis sont en production pour la construction d'environ 70 résidences. Est-ce qu'on peut dire que les citoyens, justement, de Flaubert-Rimbaud, parce qu'on les a vus au Conseil là, au début, quand il y a eu cet enjeu-là, l'impression que j'avais, c'est que ces gens-là n'avaient pas toute l'information requise, parce que ces gens-là se disaient, ben oui, nous, on a acheté une maison il y a 20 ans, on s'est fait bâtir, et on s'était laissé dire qu'il n'y aurait jamais de voisins en arrière de chez nous. Mais pourtant, les plans étaient faits dans les années 50. Mais c'est ça ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens ont acheté des trucs, puis ils se sont laissés dire des affaires, mais finalement... C'est ça, le plan de rue était fait. Il a été fait dans les années 50. Puis quand les gens se sont construits, quand ça fait 20, 25, 30 ans que tu demeures à un endroit, puis il y a un boisé derrière chez vous... Ça devient une habitude, c'est ça. Alors ça, c'est un pôle qui est en développement, qui va commencer à se construire l'an prochain. L'autre pôle, c'est le secteur, le coin des Colibris. Les Colibris, où on a ajouté des jeux d'eau. Il y a eu la construction d'Imagine, l'école Vision, une garderie. Puis il y a encore des projets qui se trament dans ce coin-là. Entre autres, on va faire un parc à chiens en 2017. Il y a la question de la passerelle, évidemment, où on a pris des mesures concrètes pour l'enfouissement des fils. Il y a des sommes dédiées à ça. On travaille sur les plans. Là, la question qui nous reste à régler, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté de la 35, parce que la passerelle va arriver là, mais là... en fait, la grande question est de savoir, est-ce que la passerelle va finir par arriver tout court? Elle va arriver. Que, mon collègue Gilles Lévesque, au Canada français, écrivait un éditorial là-dessus il y a quelques semaines, qui disait, c'est un peu comme la 30 dans les élections provinciales. Bien, nous, ici à Saint-Jean, depuis 30 ans, on promet une passerelle qui finalement n'arrive jamais pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Là, la passerelle, elle va-tu finir par arriver? Écoutez, ça fait 30 ans qu'on en parle. Elle ne sera pas en place avant l'automne prochain, je peux vous le dire. Par contre, on a entrepris les démarches pour commencer l'enfouissement des fils. Il y a des mesures, il y a des étapes concrètes qui se réalisent pour y arriver. Mais ça va prendre ultimement une subvention de Québec pour compléter le projet. Effectivement, parce qu'on parle de 4, 5, 6 millions. Alors, pour relier le secteur des Colibris avec le Vieux-Saint-Luc de l'autre côté via le boulevard de la Mairie. Effectivement. Ça va permettre aux gens de l'autre côté de la 35 d'accéder, de se rendre sur la bande du canal. Qu'en est-il maintenant du projet de parc nature? Encore là, on a statué sur la protection des boisés, colibris et fortiers. Oui. On est en processus d'acquisition des terrains. C'est quoi le délai que vous vous donnez pour vous porter acquéreur de ces terrains-là pour ultimement ensuite, une fois propriétaire, être capable de développer un parc nature à cet endroit? On a commencé le processus d'acquisition. Écoute, un délai, je te dirais, tout va dépendre du cadre financier. Il faut s'assurer qu'on dépense une certaine somme, qu'on investisse une certaine somme d'argent chaque année. On peut pas tout faire la même année. On a passé 2 règlements d'emprunt pour l'acquisition des terrains. On vient d'en passer un lundi dernier, en fait, de 15 millions pour acquérir les terrains. Bon. Là, on parle de l'île Sainte-Thérèse, on parle de Rimbaud, Flaubert, non loin de l'avenue du Parc. On parle du secteur des Colibris. Mais il y a aussi un autre secteur dans votre district, c'est tout le long de la rue Jean-Talon, là, jusqu'à Carignan, là, aux limites. On sait que de ce côté-là, justement, il y a encore certaines zones à développer, mais il n'y a pas des enjeux au niveau des infrastructures. Bien, on se souvient, il y a quelques années, où les services se sont rendus
sur Jean Talon, vers le nord, en fait. Ça va dans le but de desservir des terrains qui sont en zone blanche. Il y a un projet qui a été déposé, un projet de développement, juste adjacent à la rue Massé. Ouais. On a eu une consultation avec les secteurs, avec les citoyens du secteur il y a un peu plus qu'un an. Les citoyens ont exprimé des inquiétudes, principalement au niveau de la largeur des terrains qui étaient derrière ceux de la rue Massé, accessibilité à des parcs, et puis la circulation, une augmentation de la circulation sur Fleur-de-Lys et Grande-Ligne. Suite à cette consultation-là, on a pris en considération les inquiétudes soulevées par les citoyens. On a retourné à la table à dessin. Puis, en novembre, on a consulté à nouveau les citoyens avec certains correctifs basés sur les commentaires qu'on avait reçus. Puis, les plans, on va de l'avant avec le changement de règlement de zonage. Bon, là, il reste une année à l'actuel, au présent mandat. Est-ce qu'il y a pour vous un enjeu particulier que vous souhaitez voir se réaliser là, au cours des 12 prochains mois? Je te dirais, bien, il y en a plusieurs, en fait. Ce qui est dans les plans, c'est le développement, l'installation d'un parc à chiens dans le secteur des colibris. Puis il y a d'autres projets dans le collimateur pour ce secteur-là. Bon, vous avez dit en introduction qu'au niveau des dossiers grande ville, vous étiez satisfait, donc la ville est finalement investie dans le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean. Également le plan de conservation qui vous touche, évidemment. Là, vous en êtes à votre 3e mandat. Vous êtes élu depuis 2005, à l'époque, sous la bannière de l'Action civique. À la dernière élection, vous étiez avec l'équipe de Stéphane Legrand, l'équipe Legrand. Là, maintenant, en prévision de la prochaine élection première, est-ce que vous avez l'intention vous-même de vous représenter à nouveau? Oui, j'ai toujours l'intention de me présenter. J'ai beaucoup de projets en marche, puis je veux dire, les projets, ça ne se réalise pas en l'espace d'un an ou deux. Puis je tiens à les amener. Bon, et dans quel contexte allez-vous le faire politiquement? Parce que là, il y avait 9 candidats à la mairie à la dernière élection, 5 équipes, dont celle que vous faisiez partie. Là, on a l'impression que le contexte est un peu bizarre au moment où l'on se parle. J'avoue qu'il est un peu tôt pour répondre à votre question. On va voir au printemps comment la situation évolue, qui va se présenter, quelles équipes vont se former. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la ville? Un conseil qui va être en mesure de travailler en harmonie, ensemble. Ce qui n'est pas le cas en ce moment tout le temps? Non. Bien, on voit ce qui se passe autour de la table du conseil. Je trouve ça déplorable. Quand je regarde, c'est mon 3e mandat, puis j'avoue que c'est la pire situation que j'ai vue. Puis ça, j'attribue ça peut-être un manque de maturité, puis un manque de maturité de la part de certains individus, puis une tendance à faire de la démagogie, puis à penser à ses intérêts personnels. Parce que c'est facile, n'importe qui peut s'asseoir autour de la table puis blâmer le maire parce que ça ne va pas, ou faire des revendications pour les citoyens. Mais la job du conseiller, là, c'est d'arrimer les revendications des citoyens avec l'appareil municipal. Puis pour y arriver, bien, ça prend beaucoup de travail. Puis au lieu de chialer autour de la table, ces gens-là devraient faire en sorte que les dossiers avancent. M. Quentin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on vous parle notamment d'agriculture.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On le sait, la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu est très, très, très active, d'autant qu'elle a reçu il y a quelques jours le prix de la Chambre de commerce de l'année, dédié par la Fédération des chambres de commerce du Québec. On reçoit aujourd'hui la présidente, Audrey Bogmans. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Pour parler de deux sujets, premièrement, l'agriculture, évidemment, vous tient à cœur parce que vous êtes vous-même dans le domaine agricole. Mais deuxièmement, vous avez rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, le ministre fédéral de l'Agriculture. Vous vous êtes rendu à Ottawa mardi dernier. Quel était l'objectif de cette rencontre? C'était surtout de prendre le pouls de ce qui se passe au fédéral parce qu'il y a eu une annonce dernièrement de dédommagement pour l'accord européen qui disait, une partie pour les transformateurs alimentaires, une partie pour les producteurs laitiers, entre autres, là, à cause de l'importation des fromages. Donc, on voulait voir s'il y avait d'autres choses de prévues et comment ils voyaient, dans le fond, l'implantation de ces mesures-là, avec quel genre de... Parce que souvent, c'est des compensations, mais il faut que les agriculteurs, par exemple, investissent pour avoir droit à ces programmes-là. Ces choses-là, on voulait avoir plus de détails. Donc. Bon. Qui vous accompagnait lors de cette rencontre-là? Parce que, vous représentiez la Chambre de commerce ici, mais est-ce que votre représentation était plus large que cela auprès du ministre? Absolument, oui. C'était avec la Fédération des chambres de commerce du Québec par leur comité agroalimentaire, qui est un comité québécois. Parce que la Fédération représente toutes les chambres de commerce du Québec, mais est en soi également une chambre de commerce provinciale. Donc, il y a des membres qui sont vraiment là, entre autres comme la Coop fédérée ou Valacta, qui représentent le Québec en entier, qui sont au sein de ce comité agricole-là. Bon, est-ce que vous êtes rassuré par les propos du ministre et de ses fonctionnaires? Bien, en fait, le message était pas mal le même qui a circulé dans les médias dernièrement par rapport aux mesures de compensation, que, dans le fond, il dit qu'il aimerait mieux que ce soit des mesures à l'innovation. C'était une de ses grandes... parce que nous, on est allés là en disant c'est le fun, la compensation pendant 3 ans, mais après ça, les fromages vont continuer d'entrer, il n'y en aura plus de compensation. Ce serait le fun d'avoir quelque chose qui est plutôt d'un ordre d'un investissement. Puis il dit, bien, le but est de le prendre comme un investissement. On dit, c'est bien, mais... Pour profiter pleinement de l'accord européen, pouvons-nous faire des investissements, entre autres, dans le secteur de la viande ou dans le secteur des grains, qui sont des secteurs où on pourrait être vraiment compétitif avec l'accord européen? Pouvons-nous aussi profiter de l'accord européen plutôt que seulement subir des dommages? Donc, on a travaillé sur ce plan-là, puisque du niveau laitier, je pense que l'idée était lancée. Est-ce que vous savez si, dans les autres provinces canadiennes, on a des revendications similaires à celles du Québec? Est-ce que les entreprises agricoles ailleurs au Canada ont sensiblement le même discours que nous ici? C'est sensiblement la même chose sur quelques points près, mais oui, on est tous régis par la gestion de l'offre au niveau laitier. L'accord international va toucher tout le monde, mais c'est certain qu'au Québec, c'est plus sensible parce que je ne voudrais pas me lancer dans les chiffres, j'aurais peur de dire les mauvais, mais au niveau des statistiques, c'est nous, là, les Québécois, qui mangeons le plus de fromage. Au Québec, on a la plus grande production de fromage, donc l'importation de fromage, c'est sûr que c'est nous, puis ça blesse plus qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça, je crois qu'on a eu la chance d'aller rencontrer, d'ailleurs, le ministre, parce qu'en étant une délégation du Québec... Qui va souffrir plus que le reste du secteur laitier. Quelle est l'importance des entreprises agricoles sur notre territoire, sur le territoire desservi par la Chambre de commerce? Au moment de votre nomination l'automne dernier, je vous l'avais dit, 3 choses l'une. Premièrement, c'est rare qu'on ait une femme présidente, assez jeune et issue du monde agricole. Et ça, honnêtement, de mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y a eu un président issu du monde agricole à la Chambre de commerce, mais en même temps, cette activité économique, elle est hyper importante sur le territoire. Puis je pense que c'est important de la vulgariser au public qui nous regarde en ce moment. Donc, je repose ma question. L'économie agricole sur le territoire du Richelieu, ça représente quoi? Bien, en fait, de territoire, pour la MRC, c'est plus 75 du territoire qui est zoné agricole. Là. Donc, on s'entend que notre milieu rural est occupé par l'agriculture. Les villages survivent, entre autres, à cause de l'agriculture. Ce qui est traite en agriculture, souvent, c'est qu'on parle des entreprises en parlant du nombre d'employés qu'ils ont ou du chiffre d'affaires qu'ils ont. Tandis qu'en agriculture, souvent, c'est des propriétaires, la famille propriétaire, peut-être un homme, 2 hommes. Puis après ça, bien, c'est tout le réseau de professionnels qui gravitent autour de nous, qui sont, les
les détaillants de tracteurs, les spécialistes, les professionnels qui gravitent autour de nous, qui fait que, dans le fond, on est une énorme équipe. Ça paraît pas parce que c'est plusieurs entreprises ensemble qui fait que le réseau est en santé. Donc, mais c'est certain que c'est d'une première importance. D'ailleurs, au Québec, l'agriculture et l'agroalimentaire est la première industrie, le secteur primaire le plus important. Donc, je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que c'est la même chose ici. Bon. Et ici, sur le territoire, évidemment, il y a des entreprises phares qu'on connaît davantage. On faisait tantôt référence au fromage. On parlait évidemment de Gré-des-Champs du côté de Saint-Athanas. Même il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on recevait ici même à l'émission la famille Kaiser avec le nouveau Vita-lait. Où on décide de se lancer dans la commercialisation du produit du lait. Donc, c'est pour concurrencer des Natrel de ce monde et compagnie. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des entreprises qui innovent sur notre territoire, mais notamment, et on avait reçu la famille Gosselin avec au Gré-des-Champs sur les impacts de l'accord en question là, au niveau des fromages. Oui, touché en premier plan d'ailleurs. Puis, non, c'est certain que ça va être... parce que une des autres choses qu'on est allé voir au ministre que je n'ai pas abordé, c'est au niveau de la réciprocité dans les accords internationaux. Parce que pour plein de produits, mais si on prend vraiment le fromage, entre autres, en Europe, ils ont le droit d'ajouter un acidifiant au lait qui fait, bon, dans le fromage, a un rôle, puis ça descend leur coût. Tandis que nous, ici, c'est Santé Canada, on ne peut pas mettre ça dans nos fromages. Donc, on voit déjà qu'au niveau de la latitude, puis au niveau de la compétitivité, quand on ne peut pas mettre certains produits, il faut aller vers des alternatives plus élevées. Oui, ça fait un produit qui est de meilleure qualité ultimement, mais ça, le consommateur dans les tablettes ne le voit pas nécessairement. Puis pourtant, on va les vendre un à côté de l'autre en disant, bon, ça, Santé Canada, les normes canadiennes l'ont accepté à être importé au pays, puis ça, c'est produit au pays. Ça devrait être la même chose, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve ça fabuleux. Je regarde la campagne de publicité actuelle des fromages du Québec avec l'humoriste comédien Martin Périsolo, où le type voyage en France puis il ne veut rien savoir des fromages français, puis il dit bien, ils sont bien meilleurs chez nous. Mais je trouve ça intéressant parce que ça amène peut-être une petite dose de protectionnisme dans le comportement du consommateur, surtout avec l'élargissement des marchés, de se dire, bien, si on a le choix entre 2 fromages, pourquoi pas prendre un fromage qui vient d'ici, là. Oui, définitivement. On n'a rien à envier aux autres, là. Ouais. Oui, il n'a rien à envier aux autres, mais en plus, c'est que ce qu'on produit ici répond aux normes et aux exigences des consommateurs d'ici. Tu sais, quand on vote aux élections, souvent, on dit, bon, l'environnement prend de plus en plus de place, la santé prend de plus en plus de place. Donc, nous, là, en agriculture, les normes de production, la même chose en transformation, reflètent ce que les gens d'ici veulent. Tandis que les produits importés, on ne peut pas en dire la même chose. Bon. Donc, mardi dernier, pour vous, était une journée fort occupée parce que, bon, dans l'après-midi, vous étiez à Ottawa pour rencontrer le ministre de l'Agriculture, mais le matin, vous aviez commencé votre journée ici parce qu'il y avait des délégués de New York et de Boston qui étaient en rencontre ici avec des gens d'affaires. Et notamment pour expliquer un peu les échanges commerciaux entre, surtout ici, le Québec, mais nous, on habite dans le sud du Québec, donc on est encore plus près de la Nouvelle-Angleterre. Quel était l'objectif de cette rencontre? D'inciter les entreprises à exporter le plus possible, de le faire dans les meilleures conditions possibles, parce qu'en fait, le message général était, au Québec, on a une belle population qui est diversifiée, mais juste l'autre bord, c'est fois 10 probablement la population du Québec. Donc, il y a un grand marché qui dort, là. C'est important qu'on aille s'attaquer, puis il nous donnait des trucs pour être capable d'exporter plus facilement. Bien, ça, c'est un peu mon autre question. Est-ce que vous jugez que c'est un système qui est complexe? Autrement dit, est-ce que c'est compliqué? Moi, disons, j'ai une entreprise, je viens de m'installer et là, je veux exporter aux États-Unis. Est-ce que c'est compliqué? Oui, effectivement, pour plein de raisons. Au niveau du transport, c'est pas simple. Au niveau des douanements, c'est pas simple non plus. En plus, avec le contexte politique changeant d'un côté ou de l'autre, c'est pas toujours évident. On peut prendre juste l'exemple d'AgroPure. Au Québec, ici, ils ont une stratégie de mettre en marché directement leurs produits directement aux consommateurs, tandis que quand ils vont aux États-Unis, le marché est tellement compétitif, les prix sont tellement bas qu'il est mieux vendre directement à des entreprises qui, eux, vont transformer le lait pour le vendre aux consommateurs. Donc, on voit que même une entreprise, la taille d'AgroPure, va changer sa direction, prendre un pied différent pour aborder le marché américain. Donc, c'est certain que les plus petites entreprises doivent le faire. Et là, lors de cette rencontre mardi matin, bon, il y avait le délégué général du Québec à New York et le délégué général du Québec à Boston. Donc, des gens qui travaillent pour le gouvernement du Québec, mais basés évidemment à l'étranger, qui sont là probablement aussi pour vulgariser un peu le fonctionnement de tout ça pour amener des échanges commerciaux plus importants. Donc, est-ce que les questions, les commentaires de vos membres étaient, disons, à la hauteur des attentes? Oui, puis d'ailleurs, les délégués
ont vraiment mis l'accent sur les questions. Ils voulaient avoir un échange. Oui, ils ont fait leur présentation, mais ils voulaient qu'on les interrompe pour poser nos questions. Puis à la fin, il y a eu un bel échange. Je pense vraiment que les gens qui étaient présents ont eu le meilleur. En fait, sont allés chercher l'information qu'ils voulaient. En même temps, on établit des contacts. Je me mets dans la peau d'un entrepreneur d'ici qui, un jour, a un problème, soit à New York ou à Boston. Mais là, il y a un nom, il y a un visage. Là. Il peut appeler en quelque part, puis il sait que, bon, Oui, effectivement. Il y a des gens qui travaillent pour lui à l'autre bout, là. Effectivement, mais ces initiatives-là, c'est des initiatives, entre autres, encore une fois, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans le comité qui s'appelle Corex, dans le fond, qui incite les entreprises à exporter, qui est une autre division. Ils sont venus avec ces gens-là, puis on voyait vraiment qu'ils étaient là pour les entrepreneurs. C'était pas pour faire une annonce, pour lancer un message, c'était vraiment ici, à Saint-Jean, dans la MRC, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être compétitif, c'est quoi vos entreprises? On a vraiment échangé plus intimement là, que dans une grande rencontre. Merci infiniment de ces précieuses réponses. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Compost au Richelieu vient de rendre disponible sur son site Internet l'horaire des collectes, autant pour les ordures que le recyclage, pour tout le territoire de la MRC pour 2017, maintenant disponible. Donc, allez faire un tour sur le site Internet compost.qc.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. On fait la captation, nous, le 1er, 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on vous présente des extraits sur 2 semaines. Chaque dimanche matin, c'est notre télé-bingo, toujours en direct à 9h30, avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans le territoire où l'on diffuse pour acheter vos fameux livrets. Entre-temps, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. C'est plus facile et plus rapide à Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées. Et vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.